Alors, pour ce premier numéro, j'accueille Rémi. Bonjour. Bonjour Rémi. Rémi Hoffman, réalisateur, auteur des Seigneurs de l'Outre-Monde. Tu commences bien. des Seigneurs des Outre-Monde. Non, les Seigneurs d'Outre-Monde. D'Outre-Monde. Ah, le mec, il a pas révisé ses fiches, quoi. Non, c'est clair. C'est un film fantastique. C'est ça, médiéval fantastique ou heroic fantasy, on peut dire. C'est donc un long métrage. C'est ça sa particularité. Donc c'est même le premier long métrage médiéval fantastique français. On peut frimer en disant ça, puisque à part Les Visiteurs, il y a pas grand-chose malheureusement. Voilà, et donc ça a la particularité d'être un film qu'on a fait uniquement avec des bénévoles. Mais bénévoles, ça veut dire des pros et des non-pros. Voilà, donc ça s'est étalé sur 8 ans, ce qui est beaucoup. Parce que voilà, on a tourné quand on pouvait, donc pendant 4 ans à peu près, des tournages aux 4 coins de la France, et énormément de post-production parce que c'est un film avec beaucoup d'effets spéciaux. Et voilà, on a voulu faire une grande aventure de fantasy avec de l'humour, de l'amour, de la magie, et surtout un univers original. On voulait pas faire une parodie ou un fan film. Voilà. Oui, et d'ailleurs, en parlant justement de chiffres, parce que c'est quand même assez hallucinant, donc il y avait dans l'abondance, il y avait marqué 280 bénévoles, il me semble. C'est ça, ouais, 280. Le film fait quand même 2h20, il me semble que j'ai noté ça. Ouais. Voilà, ma fiche est à jour, ça va. 2h20. C'est vrai que quand tu parlais des effets spéciaux, moi j'ai revu le film donc en Blu-ray là, il y a pas longtemps, et j'ai essayé de lister tous les styles enfin tous les effets spéciaux. Il y avait donc une intro dessinée, une cité et des châteaux en matte painting ou en 3D, un dôme d'énergie, des machines en 3D, une île flottante, alors pas le dessert mais plus en mode avatar, avec un zoom arrière très très important. C'est ça. Pour ceux qui ne s'en rendent pas compte, mais le fait que ça soit un zoom, ça implique aussi une définition du travail un peu différent. Surtout que c'est un zoom, on part des personnages, on recule, et on arrive jusqu'à l'île qui est quelque part. Voilà. Et c'est assez impressionnant. De la multiplication de figurants, il me semble. Oui, on a eu. Une tête coupée qui parle. C'est ça. De la téléportation, des boules de feu, des boules d'énergie, des épées magiques, un géant en 3D, des monstres en 3D, un dragon steampunk 3D. Ouais. Il y a combien de plans truqués, tu sais à peu près? Ouais. Il y a plus de 600 plans truqués, ça c'est sûr. Il y a même des plans truqués qu'on ne voit pas, puisqu'il y a aussi des plans où on a tourné dans des décors naturels. On a quasiment tourné que dans des décors naturels. Donc parfois, il peut y avoir un spot lumineux, un fil électrique, une rambarde, des choses comme ça qu'il fallait enlever. Donc ça a rajouté aussi pas mal de plans qu'on ne voit pas forcément. Oui, les effets spéciaux invisibles, quoi. Invisibles, ouais. Et on a aussi des elfes dedans. Et donc qui dit elfe, dit prothèse d'oreille elfe. Dit prothèse d'oreille elfe, dit travailler le raccord. Et on a eu, une fois qu'on avait fini tous les plans des effets spéciaux, on a refait une passe pour rajouter, je pense, une trentaine au moins de plans de raccords d'oreilles. Voilà. Ah ouais, je me disais que juste ça suffisait avec les cheveux, mais non. non. Souvent ça suffit, heureusement, mais on se débrouille, mais pas toujours. On va revenir juste au résumé, au pitch du film. Est-ce que tu peux le faire? Tu dois avoir l'habitude, non? Si je m'en souviens bien. C'est donc dans un monde original qui s'appelle Ervis, un monde médiéval fantastique. Donc, on a recréé des peuples différents, il y a des humains, des elfes, des trolls, il y a plein de choses. On a même recréé une mythologie où il y avait 7 incarnats qui sont des sortes de sorciers dieux un peu qui représentent les élémentaires qui dirigeaient le monde. Et en fait, il y a une révolte humaine contre la magie, contre ces dieux-là, tout ça, mais ça se passe 1000 ans avant le début du film. Et lors de cette révolte plutôt, il y a eu une sorcière qui a été tuée, qui était l'amante d'un des incarnats, qui s'appelle Rachalden, qui est le dieu de la mort, on va dire le seigneur d'Outre-Monde. Et lui est rentré en rage, a voulu exterminer l'humanité. Il s'en est suivi tout un grand combat comme ça entre les incarnats, et tous sont morts en fait. Il y en a un qui a été projeté, on ne sait pas trop où, et Rachalden a été enfermé dans un dôme magique, un immense dôme qui surplombe les montagnes, avec son armée un petit peu de morts-vivants et de renégats dedans. Et voilà. Et ça, c'était il y a 1000 ans. Et 1000 ans plus tard, donc les gens ont presque oublié cette légende. On ne sait même plus si c'est vrai ou pas. Il y a encore des fanatiques qui y croient. Il y a des choses comme ça. Il y a une sorte de paix qui s'est un petit peu établie entre les peuples, entre le Ringstone, le Campes, les peuples humains, où il y a les elfes de Sandia, où ils sont un peu en froid avec les humains, mais voilà, il y a une espèce de paix qui s'est établie.
Et 1000 ans donc après, il y a une espèce de rumeur comme quoi des fanatiques ou une prophétie ou quelque chose ferait briser ce dôme et donc Ra's al Ghul reviendrait. Donc on est vraiment sur un fond à la base très classique, le grand méchant qui revient. Et il se passe plein de choses dessus. Et on va suivre plus particulièrement donc, des personnages dont Jarwin de Calmeril. Alors Jarwin, c'est un prince, c'est vraiment le petit con, la tête à claque, on va dire. Oui, parce que ce que tu viens de raconter, c'est un peu l'intro. C'est l'intro, voilà. C'est la base du truc. Et l'histoire commence quand on rencontre ces personnages. c'est ça, voilà. Et donc Jarwin, lui, c'est vraiment le prince insouciant. Il a tout ce qu'il veut et tout. Il se rend pas trop compte des réalités, des problèmes et tout. Il grandit dans un royaume qui est très belliqueux, on va dire, avec son père qui est un roi un peu dur et cruel. Et il va découvrir plein de choses par rapport à sa famille et tout ça. Donc on va suivre surtout ce personnage-là. C'est un peu, on va dire, un roman d'initiation. Donc il va y avoir tout un parcours et tout ça qui va le faire beaucoup évoluer. Il va beaucoup morfler. Et il va être accompagné de personnages comme Thorvald qui est son maître d'armes, qui est un peu le personnage bonhommant, un peu alcoolo sur les bords. On dit souvent il a cette figure un peu Capitaine Haddock et tout ça. Et on a aussi d'autres personnages assez hauts en couleur qui arrivent, une princesse elfe qui est une peste, donc voilà, plein d'autres personnages dans les différents peuples qui vont accompagner cette histoire. Et après 2 heures de film, quoi. 2 heures de film, ouais. C'est assez incroyable. Moi, je l'ai vu donc la première fois, la séance que tu avais organisée pour les gens qui ont participé grande première. Crowdfunding, dont on parlera après. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, à la fin, je me suis dit, mais combien il y a de scènes? Enfin, c'est vraiment super dense, quoi. Ça va très vite. Et comme tu disais tout à l'heure, il y a de l'humour. Et je m'y attendais pas. La fantasy, c'est pas forcément un endroit où tu trouves beaucoup d'humour. C'est souvent premier degré. Ouais. Ou c'est trop Kaamelott, on va dire. Oui, voilà. mais C'est l'un ou Kaamelott, l'autre, c'est déjà un autre. Tu l'avais commencé en plus avant Kaamelott. Attends, Kaamelott, non, je crois que Kaamelott, ça s'est même arrêté en 2006 ou un truc comme ça. Et moi, j'ai commencé l'écriture, enfin, j'avais fait des petites bases il y a très longtemps, en 2004. Mais j'ai vraiment commencé à travailler dessus en 2007. Et puis, le temps que ça se mette en place, le site, les recherches de décors, les castings et tout ça, on a vraiment commencé à tourner et à lancer le truc fin 2008. Et Kaamelott, c'était en quelle année? Je me souviens plus. Et Kaamelott, ça devait être de 2002, 2003, 2006, un truc comme ça. C'est aussi vieux que ça, mince. Et du coup, justement, quand tu as commencé à réfléchir à ce projet-là, c'est venu comment cette idée? Parce que je sais que tu as déjà fait un film Star Wars. Oui, j'avais participé. Qu'on aperçoit d'ailleurs, il me semble. Il y a un petit clin d'œil. Mais c'était pas ton projet? C'était ton projet? Non, c'était pas mon projet à la base. En fait, moi, alors j'ai toujours aimé tout ce qui était médiéval, fantastique, de par plein de choses, de par les contes de Grimm, de par la culture cinéma. Alors, je cite souvent Willow, qui est quand même une bonne source d'inspiration dessus et qui a presque une affiliation paternelle, on va dire. Plus Willow que le Seigneur des Anneaux, par exemple? Plus Willow que le Seigneur des Anneaux, parce que dans le Seigneur des Anneaux, déjà c'est arrivé après, donc moi Willow c'était dans mon enfance et tout ça, et il y a une tonalité qui est différente. Je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'humour, on était plus proche des personnages dans Willow que dans le Seigneur des Anneaux, on a vraiment un fond épique. Tu parlais d'humour, il y a de l'humour dans le Seigneur des Anneaux, peu je trouve, en tout cas par rapport à un Willow, et on est beaucoup plus dans un discours plus premier degré. C'est-à-dire que là, nous, on brise pas le quatrième mur, comme on dit, mais il y a quand même pas mal de d'humour un petit peu décalé, où on joue les personnages, on joue un peu les codes et tout. Et donc après, il y a aussi tous les jeux vidéo, évidemment, les jeux d'aventure, les jeux de rôle et tout ça. Donc c'était vraiment, ça a forgé un peu ma culture. Donc c'est pour ça que depuis très longtemps, je voulais faire un film de médiéval fantastique. Après, il s'est trouvé que j'ai commencé à travailler dans l'audiovisuel. Donc, au début, assistant monteur et tout ça. Et en fait, j'avais participé à un film un petit peu par hasard. J'avais rejoint des fans de Star Wars. Moi, j'aime bien Star Wars, mais sans être plus fan que ça, quoi. J'aime bien. Au fur et à mesure de participer sur ce projet-là, j'en ai appris énormément dessus. Et voilà, ils voulaient donc faire un long métrage, enfin un gros moyen métrage, donc il dure 1 heure le film, qui s'appelle L'Ordre Sith. Et du coup, regrouper plein de fans pour faire un film dessus qui soit un peu un épisode 7. Voilà, avant l'heure. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit plein de points communs, quoi. Tu vois, tiens, il y a une fille en héros, il y a machin et tout ça, donc c'est assez rigolo, quoi. Ils ont tout copié, donc c'est un. Et c'est un truc qui se passe aussi, genre 20 ans ou 30 ans après. Ça se passe 60 ans après. Ça se passe encore plus tard. Ouais. Mais on réinvente pas l'histoire de Star Wars. On met pas Star Wars Legend pour tout ce qui a été écrit à côté. Non, au contraire, c'était des fans absolus qui avaient fait le scénario, et du coup, ils avaient calé tout pour que ça soit bien après l'Empire Vang, après tout ça, enfin des choses qu'on retrouve dans les livres. Ouais. Voilà. Dans l'univers étendu qui a été créé. Voilà, et moi dessus, à la base, je devais être monteur, et donc j'ai commencé, je me suis intégré à l'équipe et tout ça, et puis c'était beaucoup plus amateur que Les Seigneurs de l'Outre-Monde dessus, il y avait pas
peu de personnes de l'équipe technique, vraiment venant de l'audiovisuel qui étaient dessus. On a quand même eu des effets spéciaux très sympas. D'ailleurs, il y a des gens de l'équipe d'effets spéciaux qui ont continué sur Les Seigneurs d'Outre Monde ensuite. Mais voilà, et donc je me suis retrouvé à participer à la réalisation et tout ça. On était plus une équipe réalisatrice. On était, on va dire, 5 réals dessus. Voilà. Ah ouais, 5, d'accord. Et donc c'est suite à ce projet-là que tu as eu envie de faire Les Seigneurs ? Alors ouais, j'avais déjà commencé à écrire des bases et en fait ça a duré très longtemps aussi à se faire ce projet de Star Wars, toujours à cause des effets spéciaux, hein, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, c'est énorme. Et du coup, le film n'était pas encore fini, que j'avais déjà commencé à lancer Les Seigneurs d'Outre Monde. En fait, j'ai toujours voulu faire un film médiéval fantastique, mais c'était pas encore le bon moment. Et d'avoir essuyé les plâtres d'une organisation aussi grosse avec l'Ordre Sith, il y a au moins 150 personnes qui ont participé quand même aussi. Ça a permis de me dire, voilà, c'est possible. Et maintenant, avec les acquis techniques, acquis professionnels, d'autres rencontres, plein de choses comme ça, je peux lancer le projet que j'ai envie avec donc Les Seigneurs d'Outre Monde. Ok. Et comment tu commences à lancer un projet comme ça avec tous les gens que tu connais et leur dire, bon, bah, vous êtes partant, on y va ? Eh ben, alors déjà, on ne sait pas la durée que ça va faire, la durée de travail. Non, bah, au début, je commence tout seul. Hein, donc, j'avais déjà des bases, des briefs, des croquis, des petites choses comme ça que j'avais fait, que j'avais griffonné. Et ensuite, j'ai fait un premier synopsis qui fait 15 pages. Enfin, vraiment, un traitement de l'histoire. Je suis allé voir donc Fenris, qui est un ami que je connais depuis le BTS audiovisuel il y a bien longtemps avant. Et tout. Et on s'était dit, voilà, on va travailler ensemble sur l'histoire et tout. Et du coup, lui a revu le truc, on a retravaillé, remodifié tout ça. Alors, si je vous montrais le scénario de base, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à la fin. Il y a des personnages qui s'en vont, il y en a qui changent de sexe, il y a plein de choses et tout. Et voilà, donc après discussion, remaniement et tout ça, on a vraiment structuré ces 15 pages solidement. Ensuite, j'ai refait tout le scénario qui fait 100 pages. Avec donc tous les dialogues, toutes les scènes et tout ça. On l'a revu encore ensemble avec Fenris. Et une fois que c'était bon, qu'on avait bien figé tout le truc, c'est parti. Alors au début, on a fait deux choses. Déjà, on voulait montrer la qualité de ce qu'on voulait. Donc on a fait un teaser tout de suite, qui est un duel, simplement, un duel à l'épée, mais sur lequel on travaille la lumière, on travaille la musique, on travaille l'ambiance, on travaille plein de choses comme ça pour montrer voilà le résultat que ce sera. C'est pas juste quelques clampins dans leur cave en train de tourner avec le caméscope à papa. Et du coup, voilà, on a fait ça. Et parallèlement, on a commencé à lancer des recherches, plein de recherches, faire tout le dépouillage. Donc, ok, combien de décors, combien de costumes, combien d'accessoires, combien de personnages, puis lancer des castings et tout ça. Et donc ça s'est mis en place, lancer un forum de discussion et tout. Et aussi recruter des gens qui n'étaient pas forcément acteurs et tout ça, mais qui étaient dans l'univers du grandeur nature ou dans l'univers de la reconstitution historique. Donc, du coup, les impliquer sur le sujet, ça permettait d'avoir des gens d'expérience pour notamment les scènes de combat, les scènes de vie, qui avaient aussi des costumes très réalistes. On a même des costumes en armure, en côte de maille et tout ça, alors que dans le Seigneur des Anneaux, c'est en plastique. Hein, je tiens à le dire, nous, c'est du vrai. Du coup, ça pèse 20 kilos de plus. Mais bon, voilà. Du coup, on a des vrais mouvements au ralenti à l'époque, alors qu'on n'est pas vraiment à l'époque. Ils sont vraiment crevés au bout de 5 minutes. Non, ils ont fait un travail, c'était assez énorme sur les scènes de bataille. Voilà comment on a recruté pas mal de gens, donc à tous les postes. Et puis en fait, c'est une chose en amène une autre. Hein. C'était qu'à chaque fois, on démontrait ce qu'on faisait, on faisait des making-of, on mettait des teasers, on balançait des annonces et tout ça. On faisait vraiment vivre tout le truc pour que ça motive les gens, que les gens voient que le projet ne s'endort pas et que ça en attire d'autres. Donc ça a grossi comme ça. Et pendant des années, on a avancé voilà, comme ça, pendant tous les tournages à peu près. C'était une première phase. Et est-ce que le scénario, au fur et à mesure des ans de tournage, a évolué, s'est affiné ? Est-ce que des fois tu te dis, bon, bah, cette scène-là, je la coupe, je la fais pas dans un château, je la fais dans tel décor parce que je peux la voir ou des trucs comme ça? Il y a un personnage, alors que le scénario était figé, il y a un personnage qui était important qui a sauté. Qui était un personnage qui est dans l'introduction du scénario, une espèce de narrateur de l'univers. Et en fait, je l'ai fusionné avec un autre personnage qui a d'autres pouvoirs et tout ça. Et à la base, il y a deux personnages. Il y a eu des textes un petit peu enlevés. Il y a eu des scènes coupées. Il y a eu des scènes coupées, donc j'ai encore réduit. Ouais. Et des scènes rajoutées ou pas, du coup? Il n'y a pas eu de scènes rajoutées. Est-ce qu'il y a eu de l'impro sur le tournage? Est-ce qu'il y a eu des choses qui font que quand tu as été confronté au tournage, il a fallu que tu t'adaptes et que tu rajoutes
des choses? Non, tout était écrit. Après, il y a eu des petits mouvements, des petites idées de comédiens sur des petits jeux, des petites mises en scène, des petites mimiques, des petits trucs comme ça qui ont fait qu'on a rajouté, mais ça n'a pas joué sur les textes, ça n'a pas joué dessus. Non, on est resté assez fidèle au scénario quand même, quoi. Il s'est réduit au fur et à mesure. Puis en fait, à l'écrit, passe très bien. Et quand on est à l'oral, on dit non, mais là, on s'étend trop sur telle partie, on s'étend trop sur ça. Ça servait à rien, il fallait être plus efficace. Donc, on a gagné en efficacité comme ça. Et à la base, le film, moi, je l'estimais faire 1h40. Je parle 1h40, c'est sans le générique. Hein. Le générique, il dure 5-10 minutes parce qu'on a eu les crowdfunders dessus et tout. Donc, il est tout de suite très long. Donc, le film fait 2h10, on va dire. Donc du coup, on a débordé de 30 minutes. Et pourtant, je voulais vraiment qu'on fasse 1h40. C'était quand même un minutage de merde, quoi. Les premières versions, ça aurait pu être beaucoup plus long. Hein. Donc j'ai retaillé dans le lard et au final, c'est pas mal. Ça pourrait être encore peut-être retaillé sur certaines parties dans le début. Ton intro, justement, l'intro avec les dessins et tout, était déjà comme ça? Alors en fait, ça c'est un truc que j'ai fait avant le film. En 2004 à peu près, je voulais faire un court-métrage médiéval fantastique. Je n'étais pas parti sur un long. Et en fait, l'histoire de ce court-métrage, c'était à peu près l'histoire qu'on a dans l'intro. Voilà, et je voulais faire un truc, un peu de trucage, quelque chose qui fait 15 minutes peut-être, je sais pas. Et au final, j'ai repris cette histoire-là, je l'ai retravaillé par rapport à ce projet de long métrage. Du coup, je l'ai un peu réduit, je l'ai synthétisé et tout ça. Voilà, après on a fait une première version quand même de cette intro, donc avec Jocelyn Fosset qui a fait les graphismes. Moi j'avais préparé, j'avais maquetté toute l'animatique et après c'est Cyril Liard qui a remis en mouvement les dessins de Jocelyn Fosset. On avait fait une première version avec un peu plus de texte. Ça durait 2-3 minutes, je crois que c'était en 2013. En fait, on avait projeté déjà 30 minutes du film. Il y a eu un remontage suite à ces premières projections, en fait. Donc, il est redescendu à 1 minute 30 à peu près. On a synthétisé encore. En gros, tu as fait des projections de test pendant le tournage, quelque part. En fait, c'était du test sans être du test. C'était que... Oui, tu montrais déjà des choses, quoi. Tous les tournages, qui sont vraiment une partie très dynamique sur ce type de projet bénévole. Il faut quand même voir que c'est l'humain et c'est le projet qui font avancer, vu qu'il n'y a pas de financement. Donc, de 2008 à 2012, il y avait une bonne dynamique et tout ça. Vraiment, ça partait super bien. Ça a beaucoup avancé. Et en 2012, on avait fini les tournages. Enfin, il en manquait un, en fait, en réalité, qui s'est annulé à la dernière minute. Et du coup, on a dû le refaire beaucoup plus tard. Et du coup, en 2012-2013, il restait que la post-prod. Et quand il n'y a que la post-prod, c'est très compliqué parce que les gens se voient moins, les graphistes tout ça bossent dans leur coin, donc il y a un côté un peu en sous-marin. Ça peut être un peu démoralisant, ça peut être un peu fatigant. On change un peu d'équipe aussi, donc c'est compliqué. Et moi, le projet de base, je voulais le faire en 5 ans, 2-3 ans de tournage. Là, on a fait 3 ans et demi, c'était à peu près ça. Et finir la post-prod en 5 ans. Ça nous aura amené à peu près à 2013. Sauf que là, on avait tout tourné, mais on n'avait pas tous les effets spéciaux, on n'avait pas encore tous les effets. Et en fait, donc c'était un peu compliqué. Donc on a montré lors du premier festival Geekopolis les 30 premières minutes et on a fait une ou deux autres projections pour vraiment montrer aux gens les avancées, montrer où on était, montrer le résultat et tout ça. Et c'était pas mal, quoi. C'est un peu après, en 2014, on a lancé le crowdfunding parce qu'on a vu que malgré tout, c'était compliqué, qu'il fallait un reboost, on va dire, pour bien pouvoir finir tout ça avec l'équipe. Parlons-en d'ailleurs, il a quand même très bien marché ce crowdfunding. Ah bah c'est plutôt cool, ouais. Alors bon, on n'est pas les noobs, hein, on n'a pas fait oui, d'accord, mais non. Tu venais de nulle part quelque part. C'est ça, sans communauté, enfin quasiment sans communauté, on est vraiment une petite communauté. On est très contents. Après, on a beaucoup de gens qui nous suivaient à côté. On a le dernier bar avant la fin du monde qui nous a beaucoup aidés. On a des gens comme Marcus aussi qui nous ont aidés. On a dont tu portes le t-shirt d'ailleurs. Je porte le t-shirt chez Marcus. L'émission de No Life. Feu No Life, qui vient de finir. C'est triste. Et qui nous ont beaucoup aidés aussi, d'ailleurs. Oui, je voulais qu'on en parle un moment. C'était énorme ce qu'ils ont fait. Du coup, les 30 minutes dont tu parlais tout à l'heure ont été diffusées un moment sur No Life. Alors, c'est pas les mêmes. Justement, ça, c'était les 30 minutes remaniées, on va dire. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait le crowdfunding. Attends, ta question, c'était quoi? C'était comment ça s'est passé le crowdfunding? Oui, en revenant au crowdfunding. Il a fallu le préparer et tout ça. Et en 2014, début 2014, on a voulu le lancer. Finalement, on l'a lancé en mai, je crois. Et il s'est terminé en juin. On a fait à peu près ça. On a fait 60 jours à peu près, le crowdfunding. Et on demandait 30 000 €, sachant que dans les 30 000 €, il y a toute une partie qui va pour les contributeurs, et puis les frais de port et tout ça, et puis la partie pour My Major Company à l'époque. Et voilà, et on a réussi à avoir 35 000 €, ce qui était très bien. Et on a eu donc pas mal de soutien, même des noobs aussi qui ont bien boosté dessus. On a eu vraiment plein de chouettes aides dessus. Et puis ouais, il y a eu un vrai engouement, on était contents. Et on a même donc atteint un deuxième palier, c'est-à-dire qu'on a eu l'objectif principal, c'était avec ça, on peut finir le film, on peut aider les graphistes, on peut aider l'équipe son, on peut faire un mixage,
on peut vraiment faire plein de choses pour finaliser le film et puis faire notre dernier tournage qui manque. Et là, on a mis en palier, si on atteint 35 000, on peut avoir des musiques en orchestral symphonique. Et on a réussi. Donc, du coup, on a enregistré les grands thèmes du film en orchestral symphonique, donc avec 60 musiciens, violon, violoncelle, trombone, voilà, tout ça, c'était assez énorme. D'ailleurs, c'est une petite featurette, un petit making-of qu'on peut voir dans le DVD, dans le Blu-ray. Ouais. Et c'est vrai que tu te dis, mais... c'était ouf. Ouais, ça a l'air juste, tu te dis, ouais, je fais mon film et tout, et j'ai des vrais musiciens qui vont faire ouf, le truc. Ouf. En plus, ça s'est préparé d'une façon... c'est Olivier Grignard qui a trouvé l'orchestre, donc c'est le Paris Scoring Orchestra, je crois que c'est ça le nom. On a tourné au studio Omega, qui est à Suresnes. Très sympa, vraiment. Ils étaient très enjoués par le projet et tout ça. Ils bossent sur plein de choses, des grosses prods. Je crois que le matin même, ils avaient EuropaCorp qui tournait et puis ils enchaînaient avec nous juste derrière. Donc c'était assez marrant. Et en fait, les gens donc, sont préparés pour tout ça. On a donc sorti les partitions. On a travaillé avec Guy Roger Duvert, qui a travaillé lui avec un orchestrateur. Alors je ne connaissais même pas ce métier, mais c'est un métier très important puisqu'il faut passer de compositeur à orchestrateur à ensuite l'orchestre pour tout préparer. C'était rigolo donc de voir un petit peu comment ils ajustaient tout pour passer d'une musique numérique à une musique jouée avec des vrais instruments. Il y a des choses qui changent, par exemple. Typiquement, il y avait un passage avec des corps, ça m'avait marqué ça. Il y avait un enchaînement de plein de demi-croches, donc assez rapide. Et en fait, tu as le chef d'orchestre qui lui dit mais ça, en fait, on peut pas trop le faire parce que le mec, s'il le fait, il fait une syncope. En fait, tu fais un essoufflement, tu vois, comme dans le Grand Bleu là, tu vois. C'est pareil. Voilà, donc on fait on va faire une sur deux sur celui-là, tu vois. Il y a des petites choses comme ça qui ont changé. Sur le moment, quand on a été au tournage, je me suis dit on va voir, on le fait, c'est un beau truc et tout. J'espère que ça va apporter. Effectivement, ça apporte énormément. Il y a une vraie différence. C'est impressionnant. Il y a une vingtaine de micros qui prennent tous les éléments. Et moi, les musiques, je les connaissais donc depuis 5 ans avant. Donc, quand t'entends ça, ça fait vraiment très bizarre. J'avais la petite larme à l'œil aussi. C'était assez rigolo. Parce que tu sens le truc qui vit, quoi. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Quand tu as fait ce crowdfunding pour les effets spéciaux notamment, est-ce que du coup ça t'a permis de te dire on peut vraiment se lâcher? Est-ce qu'on peut faire un peu ce que tu avais vraiment en tête? Est-ce que tu avais vraiment envie de faire? Déjà, il y a la musique orchestrale, c'était super comme truc. Ce qui était bien, c'était qu'on pouvait faire aussi le mix 5.1. Ça finance aussi des choses. Ce qui était bien, c'est que ça met un coup de boost à l'équipe parce que tu te dis que les gens croient au projet. Tu bosses pas pour rien, donc ça double tranchant un crowdfunding. Quand ça rate, ça peut briser les reins de certains projets. Là, c'était vraiment surtout chouette. C'est quelque part une sacrée somme, 30 000 euros pour un film que personne ne connaît, où il y a une communauté pas très grande. La moyenne des crowdfunding, c'est du 5 000 euros. Là, je vois, il y a des crowdfunding de web-séries qui sont lancés. Ils ont vraiment galéré pour des trucs et tout. Là, on était contents. Il y a eu un vrai engouement dessus, quoi. T'as même eu de la presse, parce que même sur le Blu-ray, t'avais mis des petites phrases de Geek Le Mag, du Parisien. Il me semble que t'avais eu aussi on a eu pas mal de trucs. Au fur et à mesure du projet, alors déjà, il y a longtemps, on avait les presses régionales quand on tournait dans différents endroits. Donc ça, c'était sympa aussi. À Provins, à Marle, en Picardie et tout. On avait eu l'Express, Christophe Barrière, qui est à Touche pas mon pote. Mais non, c'est Christophe Carrère. Enfin, il est à l'Express en fait. À la base, lui, c'est le spécialiste cinéma de l'Express. Et du coup, il avait fait un article dessus. On en a eu sur Mad Movies. On a eu Plus ou moins Geek aussi, une émission très sympa dessus. On a eu plein de choses. Et effectivement, on a eu Le Parisien, France Inter, Virgin Radio et tout ça qui s'y sont intéressés au moment du crowdfunding, quoi. Et ça a même amené d'autres choses. C'est par exemple, on a les éditions Michel Lafon, avec qui on a sorti le roman. Et en fait, il s'est trouvé que c'est monsieur Michel Lafon qui a découvert notre projet en ouvrant Le Parisien le matin, en disant « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, contactez-les !» J'ai fait « Cool !» C'était plutôt bien. Mais tu peux parler justement un petit peu du roman, parce que donc il a découvert ça, mais il y a vraiment un mec qui s'appelle monsieur Michel Lafon. Oui, les éditions Michel Lafon, il y a Michel Lafon. Bon, il doit plus gérer grand-chose, ouais, d'accord. Parce qu'il est plus jeune. Mais non, c'est vraiment lui-même qui après a dit à ses sbires, à ses spécialistes commerciaux recherche de talent, contactez-les et tout ça pour voir si ça marche. Mais en plus, je suis pas très spécialisé en Michel Lafon, mais ils ont une partie un peu fantasy et tout. Il y a des choses un peu, mais c'est pas leur spécialité. Non, c'est pas Brajlon. C'est pas Brajlon, des trucs comme ça, quoi. Brajlon, on les avait contactés avant, ça, on n'avait pas pu. On s'était croisés, on n'a pas réussi à se voir. Ils nous ont contactés après que Michel Lafon nous ait contactés. On fait oui, voilà. Puis voilà, mais Michel Lafon, c'est un gros éditeur, donc c'est très chouette. Je ne sais plus ta question, j'ai encore oublié. Comment ça s'est passé, oui. Comment ça s'est passé ? En fait, on avait déjà écrit les nouvelles avant. Enfin, Fenris avait écrit les nouvelles avant, puisque une fois qu'on avait fait le scénario, j'ai fait 80% du scénario, lui a fait 20% avec les corrections et tout ça. Moi, je me suis lancé sur la production et la réalisation du film, et pendant ce temps-là, lui a commencé à développer l'univers étendu.
Alors j'avais déjà créé des cartes, des choses comme ça, et il a donc développé tout en faisant des nouvelles, 7 nouvelles qui se passent dans le monde des Ravis du coup, avec des nouvelles qui se passent chez les humains, chez les elfes, chez les trolls, chez les Urtek. Les Urtek c'est un peuple steampunk. À différentes époques, 200 ans avant, 500 ans avant, tout, qui permettait en fait de découvrir tout l'univers. Donc ça faisait une première approche aussi pour le film. Tant que le film n'était pas sorti, les gens découvraient un petit peu de quoi on allait parler. Donc on peut voir le film sans avoir lu le livre et équivalent. Et toutes les nouvelles en fait ont un fil conducteur. Ça s'appelle donc la geste d'Eloan. Donc il y a ce fameux Eloan qui est en fond, en trame et tout ça. Et voilà, et du coup, dedans, il y a des frises chronologiques, il y a les nouvelles, il y a plein de lexiques, des références par rapport aux dieux, au peuple, au roi, aux personnages et tout ça. Donc ça fait une espèce de... C'est pas le Silmarillion, mais ça approche un petit peu des... Voilà, il y a toute une encyclopédie pour l'instant qui se rapproche du film, quoi. Et pourquoi c'est lui qui l'a écrit? Parce que moi j'étais sur la réalisation. Mais il a aussi l'envie d'écrire. Ah oui, alors lui était voilà, il a toujours écrit aussi des jeux de rôle et il a toujours écrit des romans, des choses comme ça, des BD aussi. Et d'ailleurs là donc il a écrit ce roman-là, donc il l'a écrit en 2009, c'était il y a longtemps. Et après quand les éditions Michel Lafon nous ont contactés, c'était donc fin 2014. Et donc il a retravaillé le texte, il a rajouté une nouvelle en 2015 et c'est sorti en 2016 à la sortie du film. Donc il a fait ça et parallèlement en fait il a développé tout un univers qui est plus de l'urban fantasy qui s'appelle Carrousel Funeste. C'est une trilogie et donc là il a écrit 2 livres déjà, il y a le 3e qui est en cours de route et il y a un jeu de rôle qu'il développe aussi qui est en cours de route. J'ai un éditeur, j'ai oublié le nom, j'allais dire le Grimoire mais je veux pas dire une bêtise. Voilà, je sais plus. Je sais que ça a changé d'éditeur et donc voilà. Et donc il y a un autre univers, une autre ambiance et tout ça, donc lui est plus axé écriture. D'accord. Et du coup, comment ça se passe très basiquement, mais c'est un univers qui est à toi, que tu as créé, c'est lui qui a écrit le roman. Il y a un partage de Dora, comment ça se passe? Oui, alors en fait, déjà, à chaque fois qu'il a lancé une nouvelle, il me disait, voilà, ça va traiter de ça, tout ça, d'accord, ok, bon, tu l'orientes. On l'oriente, voilà, pour que ce soit, qu'il n'y ait pas d'incohérence dans le scénario, que ça colle bien et tout. Et après, du coup, là, pour les droits, lui touchait, je crois, 80% des recettes de la part d'auteur et 20% allaient pour l'association. Enfin, pour moi, mais je remettais sur l'association. Parce que oui, c'est vrai, il faut le préciser. Du coup, la production est une association qui s'appelle R2 Elsom. R2. Voilà, alors R2, pourquoi? Parce qu'à la base, c'était R2, c'est l'association des fans de Star Wars avec laquelle on avait fait l'Ordre Sith. Donc, c'est un jeu de mots, un nouvel R, R2D2, tout ça. Et Elsom, LSOM, donc les Seigneurs d'Outre-Monde. Et en fait, il y avait une association qui, entre-temps, avait coulé et tout ça. Et moi, j'ai recréé une association, donc en reprenant ce nom-là. Il y a une bonne partie des gens de l'équipe aussi qui étaient dessus, donc ça avait du sens. Et voilà, et donc c'est une association Loi 1901 qui est toute petite. En fait, ça nous servait surtout pour tout ce qui était assurance et caution locale et tout. Voilà, c'est pas une production, quoi. C'était vraiment... oui, mais il fallait un statut, je sais pas comment on dit, une entité physique, une entité morale. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, le livre s'est bien vendu? Comment ça s'est passé? Alors le livre, on avait fait une première édition papier, c'était tout parti, c'était une auto-édition. Et après, on a fait l'édition numérique. C'est pas énormément parti, là il y a, je sais plus, il y a une 60aine qui sont partis. Mais parce que le numérique, c'est très compliqué, quoi. Michel Lafon, comme je disais, c'est une très grosse édition, c'est bien. Est-ce qu'une plus petite édition, plus ciblée, Heroic Fantasy aurait été plus intéressant? On va dire peut-être, parce que le public est plus ciblé dessus, quoi. Après, c'est le numérique qui freinait aussi pas mal de monde dessus. Donc ça a un peu marché, mais pas trop. Et là, on a ressorti des éditions papier, avec les nouvelles retravaillées, tout ça. Et donc voilà, ça marche, oui, on va dire. D'accord. Voilà. Vous avez des chiffres? Alors 1 milliard. Du coup, maintenant qu'il est fini, donc tu as fait le crowdfunding, après tu as fait la grande projection au Gaumont Aqua Boulevard. Ouais, c'était cool. Où j'ai eu la chance d'être et vraiment, c'était vraiment super intéressant. Et fort émotionnellement aussi, parce qu'il y avait une grande partie de l'équipe qui était là, qui découvrait, j'ai l'impression, la plupart pour la première fois le film en entier, quoi. Et il y a un truc qui est quand même très important. Alors, j'ai même pas compté le nombre de fois où tu apparais au générique. Moi, je sais plus. Parce que c'est vrai que tu es quand même le porteur du projet. Tous les gens, et ça paraissait vraiment sincère. Le soir de la projection, t'en remercié pour les avoir poussés au cul, pour les avoir motivés et tout. Parce que c'est vrai que quand on se rend compte que 8 ans, c'est quand même énorme. Comme tu dis, il y a d'abord le tournage, après il y a la post-production où voilà, chacun fait son truc dans son coin. Comment tu gardes le courage? Comment tu gardes la motivation? En fait, c'est une chose en amène une autre. C'est toujours pareil. Là, si tu te dis, voilà, j'ai l'Everest à monter, tu regardes le truc, tu fais ouf.
ça va être un peu dur. Maintenant, si tu montes une marche, une étape, tac, 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 aujourd'hui, on a gravi tout ça, tac, bon, tiens, on a fait ça. Donc c'est vraiment étape par étape que ça avance, et puis il y a plein de satisfaction d'avoir fait chaque chose, quoi. Donc l'engouement des uns entretient l'engouement des autres dessus. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile. Quand on voit aussi tout le travail accompli et qu'on est avancé dans le travail, on se dit on va pas tout lâcher. Donc il y a aussi ça qui joue. Je pense que non, il y avait vraiment une grosse volonté, même s'il y a toujours des baisses de régime, des choses comme ça dedans. On a eu la chance d'avoir un super état d'esprit. On a quand même 280 personnes. J'ai pas eu d'embrouille. Voilà. Je sais que dans des projets comme ça peut partir en vrille très facilement, hein, pour de multiples raisons, hein. Mais ou des gens qui partent et tout ça. Donc non, il y a eu vraiment une vraie solidarité, un vrai engouement autour du projet, et donc ça faisait plaisir, quoi. Et puis voilà, et puis je pense que quand on croit au projet, ça contamine aussi un peu les autres. Donc c'est important d'être la locomotive de tout ça, quoi. Oui, mais c'est compliqué de ne pas perdre espoir aussi des fois, de dire c'est bon, quoi. Ouais. J'ai vu qu'il m'avait dit ça, et je l'avais dit comme ça en déconnant. À un moment donné, tu as envie de te pendre quand tu vois le truc et tout ça. Surtout quand on a fait la post-production, parce qu'on a redoublé tous les dialogues. Au bout d'un moment, tu as envie de te pendre, et au bout d'un moment, tu as tellement plus la force de te pendre que tu continues quand même. Et voilà, c'est bon. Je voulais aussi parler de matos. Ouais. Je voulais savoir avec quoi tu avais tourné. C'est une Pana DVX, je sais pas quoi. HVX 200. Hein. Ouais. Tu as filé tout le film avec ? Ouais. En fait, on a démarré le film, donc les tournages en 2008. Il se trouvait qu'on avait accès à des Panasonic et tout ça, qui étaient des caméras semi-pro, presque pro à l'époque. Hein, quand même, c'était pas mal. Qui était plutôt bien. On a commencé comme ça. Très vite, j'allais dire malheureusement pour nous, mais bon, très, très bien. Il y a eu tous les réflexes qui sont arrivés pour tourner, ce qui était quand même pas mal parce qu'on pouvait travailler sur les focales et tout ça. Mais c'était pas encore très bien pour tout ce qui était mouvement de caméra et tout. Donc on a continué avec la HVX 200, d'autant que ça nous permettait de tourner en Steadicam et tout ça. Ça, c'était intéressant. Et puis voilà, et puis à un moment donné, il fallait garder une unité sur le film. Donc on a tourné donc entre 2008 et 2012, plus la petite scène qu'on a tournée fin 2014 et un petit retake qu'on a fait en 2015 avec cette même caméra, quoi. Donc voilà. Et après, il y a eu un gros travail d'étalonnage dessus. Voilà. Donc, ça a eu des bénéfices quand même. Après, il y a des choses qu'on aurait fait différemment si on avait une autre caméra. Si maintenant on devait retourner le film là, on ferait certainement plein de choses différemment. Mais voilà, au final, on a tout fait avec celle-là et ça fonctionnait. Ouais, c'est parce que c'est difficile quand même justement de se dire il y a des caméras plus performantes et qui viennent de sortir. Est-ce que je change d'esthétique un peu au milieu du film ? Tu peux pas vraiment, ouais. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus, on tournait dans le désordre aussi. Donc... Ah, vous n'avez pas tourné dans l'ordre ? Ah non, on a vraiment tout fait dans le désordre. Il y a des passages qui sont vers la fin qu'on a tourné en 2008, 2009. Les scènes de bataille, on a tourné en 2009, il y en a vers la fin du film. On a fait d'autres scènes qui sont après. Il y a même des scènes qui se raccordent de l'une à l'autre. On passe de 2009 à 2012, boum, on repart en 2010. Donc voilà, et les gens voient pas le... Ah non, pas du tout. Moi, je pensais justement que tu avais tourné dans l'ordre. Parce que je savais qu'il y avait eu des trucs qui avaient été tournés, là, la version de 30 minutes dont tu parlais, je me disais, du coup, il est obligé de tourner dans l'ordre. Non, c'est qu'en fait, à ce moment, on avait fait les 30 minutes, mais on avait déjà tout le reste qui était tourné, quoi. D'accord. On a même eu le plus gros écart qu'on a, c'est justement une scène tournée en 2009 et le fameux retake en question, je dis pas quoi, on a tourné en 2015. Donc dans la même scène, il y a 6 ans d'écart sur un personnage et personne ne le voit. Oh merde, je le revois maintenant. Je te dirai après, mais hors micro. Ok, d'accord. Du coup, aujourd'hui, donc tu as montré un petit peu le film en festival. Comment ça se passe ? Oui. Alors, on a fait donc la grande projection là au Gomaka Boulevard, qui était super chouette. Après, on a enchaîné des festivals geeks, donc plutôt des salons, mais on faisait des projections aussi. Donc les Geek Ferries, on a été à Bordeaux, on a été à Perpignan dans des cinémas, on a fait plein de choses comme ça. On été dans des cinémas d'art essai, cinéma indépendant. On a été à Argenteuil, voilà, on a été sur une péniche à Péniche Antipode à Paris. On a été à Loudéac en Bretagne. On a fait une projection avec Willow en première partie et puis nous derrière, c'était vraiment chouette. Et voilà, et après on a fait des concours. Alors, on en a fait un peu parce qu'on connaissait pas le milieu des concours en fait. On sait pas trop comment ça se passe. Chose que je ne savais pas, c'est que les concours, tu payes quoi. C'est-à-dire que le principe de t'inscrire, c'est genre tu veux être sélectionné, c'est un peu comme t'envoies un devis payant quoi, tu vois. Et ça, je ne savais même pas et tout. Donc avec nos mecs d'économie, on a envoyé à quelques-uns, mais on n'a pas fait beaucoup. On a dû envoyer une quinzaine, un truc comme ça. On a eu 6-7 sélections, des nominations, des choses comme ça. Alors, on l'a eu en film. Et aussi, on s'est dit, voilà, si on veut atteindre aussi des gens, on va le découper en séries.
On met pas tout en ligne, mais au moins ça permet aux gens de découvrir ça. Et s'ils veulent tout découvrir, ils voient le film. Mais comme ça, on l'a découpé aussi en épisodes. Et du coup, il y a combien d'épisodes ? Alors, en tout, il y en aura 10, on va dire 11 avec l'intro qui est le prologue qui fait 2 minutes 30, enfin je sais plus comment c'est. Mais pour l'instant en ligne, il y a l'intro plus 7 épisodes. C'est sur YouTube, donc on peut voir les épisodes. Voilà. Ça fait un peu plus des 2 tiers, presque 2 tiers, 3 quarts du film, on va dire. Pas mal. Ah oui, non, mais c'est très bien, c'est une bonne idée. Et du coup, même en série, tu as essayé de le présenter à des festivals ? Et ben justement, oui, il y a eu des sélections en série aussi. Donc on présentait certains épisodes. C'est toujours gênant parce que. Alors il y en a Faire un choix du coup de quel épisode tu dois montrer ? Faire un choix, ouais. C'était... Puis on n'avait pas encore tout en ligne à ce moment-là, enfin tous les derniers en ligne. Ça va crescendo quand même dedans. C'est compliqué parce que. Enfin, vaut mieux le voir en entier de toute façon. Donc même si, même si on a équilibré pour qu'il y ait des accroches, des cliffhangers, plein de choses comme ça, des rebondissements à chaque épisode et que ce soit bien des unités quand même, vaut mieux le voir en entier. Donc voilà, ouais, bon, mais on l'a fait quand même. C'est juste plus pour faire découvrir que le projet lui-même quoi. Tu vas finir de le mettre sur YouTube ou pas déjà ? On va, ouais, sûrement, mais on va essayer encore de faire d'autres projections. On le fait encore un peu vivre. Là, on a des festivals. On a encore les Geek Ferry cette année. On a Provins. On va avoir aussi une projection normalement à Massy en octobre dans un grand auditorium. Ça va être assez sympa. On le fait encore un petit peu vivre comme ça. On continue un petit peu en épisode. À un moment donné, on va tout mettre en ligne en épisode et on mettra tout d'un bloc. Voilà, on va essayer de faire que les gens puissent le regarder quand même comme ça. Là, on a donc le roman. On songeait depuis très longtemps à faire d'autres choses à côté. Alors BD ou jeux et tout ça, donc on y réfléchit. Après, on est sur plein de choses en même temps. Hein. Il y a entre le boulot, d'autres projets et tout ça, donc c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de voir si on peut développer ça autour de l'univers. Il y aura des petites vidéos aussi d'explications. Par exemple, donc je disais, on avait les cartes du monde qui sont dans le livre, mais les gens ne connaissent pas beaucoup les cartes. On en a un petit peu parlé sur le site internet, mais pas énormément. Il y aura des petites vidéos explicatrices pour montrer, voilà, tel personnage se déplace là, et tout dans le monde. On va faire plein de choses comme ça. Beaucoup de gens nous demandent, alors, quand est-ce qu'il y a un 2 ? Alors, on aimerait bien, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas refaire 8 ans de travail comme ça, c'est usant, c'est pas possible. Puis, on veut monter en qualité aussi. Du coup, il faudrait un financement. Donc là, pareil, on n'a pas eu trop le temps de chercher vraiment des prods. On va essayer, on va voir. Mais on va essayer de voir si on peut faire un 2 comme ça ou en série. En série qu'il y a par exemple Studio 4.0, d'autres choses comme ça qui s'intéressent à des créations de genre. Donc on va voir si on peut faire quelque chose comme ça. Ce qui est très probable. France Télévisions, c'est ça ? C'est France Télévisions, ouais, Studio 4. Nouvelles écritures. Oui. Alors si on fait pas ça, par contre on fera peut-être un truc. Je vais voir si on fait pas un mini crowdfunding pour le faire, mais faire un 1.5. C'est-à-dire une sorte de court-métrage maintenant, qui soit une suite du 1, qui soit entre le 1 et le 2, mais quelque chose qui fait 15 minutes, 20 minutes peut-être, qui montre, regardez ce qu'on a fait en 8 ans, regardez ce qu'on peut faire maintenant. Et oui, avec tout le savoir-faire des 8 ans, mais... le savoir-faire, la technologie, pas partir sur 8 ans de tournage, voilà, enfin de projet. Voilà, et relancer un petit peu la mécanique là-dessus. Donc voilà, il y a des idées. Après, il y a d'autres projets à côté. Même si cet univers-là, on l'aime toujours, on le fait toujours vivre. On a aussi envie de faire d'autres choses que du médiéval fantastique. Donc c'est un petit peu la période de transition. Il y avait toute cette année 2017 où on a fait vivre le projet. Et là, on est en train de voir un petit peu comment ça va évoluer, quoi. Donc... Voilà. T'as pas eu d'autres propositions de projets en tant que réalisateur ou... Si. En fait, tout au long du projet, ça nous a beaucoup aidé. Hein. Il y a eu des prods avec qui on a bossé, même pour d'autres choses qui n'ont rien à voir, de l'événementiel et tout ça, qui nous ont découvert parce qu'ils avaient découvert le film. On avait fait plein de petites pubs, des choses comme ça aussi, grâce au film. Là, actuellement, j'ai un clip avec le groupe Cantis. Alors, je sais pas si tu connais Cantis, c'est un groupe de métal symphonique. Donc un peu, tu connais peut-être Dragon Force ou Rhapsody. Dragon Force, oui, je connais. Voilà. Enfin, j'ai dû écouter quelques chansons qu'on m'a dû faire découvrir, mais je suis pas allé plus loin que ça. Là, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du hard rock, genre. C'est plus, t'as des envolées, des choses comme ça, et c'est du hard rock feel good, on va dire, avec tout un univers un petit peu magique. Et en fait, c'est Tony Beaufils qui est leader de ce groupe-là, et Tony Beaufils qui joue Tony Lurk dans le Nail Band, donc dans le groupe de musique qui va avec le donjon de Nullbuck, et avec qui joue aussi du banjo et de la guitare dans Les Seigneurs d'Outre-Monde. C'est lui qui fait la musique de Dick Larivière, pour ceux qui connaissent. Là, on va faire un très beau clip bientôt, là. Donc ça se lance. D'ailleurs, il va faire aussi une partie crowdfunding dessus. Ça va être très sympa. Il y a une bonne partie de l'équipe aussi qui est là.
Et à côté, les autres projets, oui, je travaille avec notamment une amie qui était directrice de casting chez Canal, qui a un projet avec Bernard Werber de web-série. Ils avaient commencé des choses et moi j'ai retravaillé l'écriture avec, donc c'est cool, on va être en écriture avec Bernard Werber. Oui, et un petit peu, c'est sympa. Le pilote va être bientôt fait, d'ici le mois prochain, je pense. Et c'est pour une web-série qui va être très rigolote, quoi, qui a une petite réflexion, il y a pas mal d'humour dessus. Que lui-même réaliserait? Alors non, c'est moi qui réalise. C'est basé sur ses bouquins, notamment l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est dans les fourmis. Alors dans les fourmis, ils doivent en parler. En tout cas, il y a des références dessus. Ouais. Il avait fait un long métrage qui n'a pas marché malheureusement, qui s'appelait Nos amis les terriens. Avec Audrey Dana, Et voilà, je sais plus qui. c'est ça. Il y avait une base là-dessus. En mode expérience scientifique. C'est ça. C'était un peu la version documentaire animalier sur les humains. Le principe était bien, mais voilà, ça n'avait pas trop marché et tout. Ils avaient voulu refaire quelque chose en web-série dessus. Moi, je suis arrivé derrière. Je me dis, c'est vrai que l'idée est bonne, mais le modèle est un peu vieillot, on va dire. Et du coup, on a retravaillé tout ça. Et il y a un truc, je pense, très sympa, très rigolo, ça change beaucoup. Genre, je dis pas trop pour l'instant, comme ça les gens... Mais du coup, c'est une adaptation de son univers? Alors lui, on reprend un peu des bases de ce qu'il avait fait et on reprend un peu cette tonalité. Une partie de l'idée est aussi le côté documentaire animalier et lui participe aussi dans le projet. Mais je peux pas en dire plus parce que tu vas voir, il se passe plein de choses. Mais c'est un énorme teasing quand même. Mais oui, mais ça va être très bien. C'est limite un scoop. Oui, c'est un scoop. Mais donc ça va être très très bien, on va voir ça, enfin ça va être très très bien, ça va déchirer. Et ça sera sur Canal? On sait pas encore, on va voir. Vous allez faire le pilote, mais vous n'avez pas encore le diffuseur. Non, on n'a pas encore le diffuseur. Il y a un autre projet, toujours avec Isabelle, qui en écrit, un projet policier fantastique. Et là, c'est pour la série aussi, des formats plus longs. Par contre, là, l'autre, c'était du 5 minutes, des petites choses comme ça. Là, ce serait plus long. On a déjà travaillé toute la trame d'une saison 1 et on est en train de voir d'autres choses, mais déjà, je n'en dis pas plus non plus. Mais ça serait plutôt du 26 ou du 52 quoi? Je pense que si on pouvait faire du 52, ce serait génial, mais non, on est plus sur du 26. Voilà, c'est en cours de développement, de retravail et tout, et c'est très chouette. Et donc, tu as quand même une année 2018 qui peut exploser, quoi. C'est plein de choses en projet, quoi. Donc, c'est toujours pareil. Le traitement, la préparation, ça peut être long, et on va voir. Il faut voir ce qui aboutit aussi. Mais donc, en tout cas, il y a plein de belles choses en préparation, quoi. Et autour de l'univers du Seigneur, putain. Oh, le mec. Des seigneurs. Des seigneurs. Ah, mais on nous a fait plein d'erreurs là. Alors, du Seigneur, des seigneurs, évidemment. Oui. Quel Seigneur des Anneaux. Et d'outre-tombe, outre-monde aussi. On a eu plein de choses comme ça. Tout le monde se gourre. C'est normal. Non, mais genre, premier podcast, le mec se plante sur le titre de l'œuvre, quoi. Bien joué. Est-ce que, quand tu disais tout à l'heure, BD, machin, c'est juste des envies ou vous avez été approché ou vous avez par exemple un auteur, un dessinateur qui s'intéresserait mais vous n'avez pas de l'éditeur? On a eu pas mal de contacts dans le monde de la BD, pas mal de choses, mais on n'a pas encore lancé le projet, quoi. Donc pour l'instant, c'est au stade d'études et de réflexion. Est-ce que si vous faisiez un truc en anglais, est-ce que ça serait plus fort si par exemple tu fais un 1.5 version anglaise pour justement, tu vois, sur internet et tout, comme c'est quand même un public qui est vachement plus fort. C'est vrai, vous y avez pensé à des trucs comme ça? Déjà, on a sous-titré. Tout est sous-titré, hein, même sur YouTube. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, mais sous-titré en anglais, en espagnol, je crois aussi. Anglais, espagnol et hollandais. Oui, hollandais. C'est là où je me disais, il y a un truc un peu spécifique. Du coup, voilà, et on cherche depuis longtemps à faire en mandarin aussi, on aimerait bien. Tourner en anglais, oui, alors ça, j'y pense pour d'autres projets. Refaire avec les mêmes acteurs, tourner en anglais pour un 1.5, ce serait compliqué, je pense. Ça ferait bizarre. Nous, passer en anglais, ouais, ce serait bien, mais ce serait peut-être doublé en anglais à ce moment-là. Parce que là, typiquement, aussi le fait qu'on ait fait tout ce travail assez monstrueux de redoubler tous les dialogues, les acteurs se sont redoublés eux-mêmes sur quasiment l'ensemble du film, plus on a fait du coup tous les bruitages et tout ça, on a tout fait. Ouais, c'est là qu'on a séparé les dialogues des bruitages, de la musique et tout ça. Si on pouvait, si on avait un financement, on pourrait redoubler par des acteurs tout le film lui-même. Oui, c'est pareil. Ouais, c'est du taf aussi. C'est du taf. Ma dernière question au sujet de l'univers de ce projet-là, je sais que tu avais rencontré un réalisateur qui avait fait un fan-film sur Gollum. Oui. Très bon petit film, fan-film d'ailleurs. Comment ça se passe un peu cet univers des amateurs ou semi-pros qui essayent d'aborder des univers ou essayer de faire du fantastique ou du film de genre et qui sont obligés de le faire par eux-mêmes et surtout en France en plus, quoi.
Alors ça a beaucoup évolué en fait. Alors donc là tu parlais de Chris Bouchard qui est anglais, hein, qui avait fait ça The Hunt for Gollum et c'était très sympa. Il avait fait notamment on va dire presque en binôme avec un autre groupe de réalisation qui avait fait un autre film qui était aussi dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Ça devait faire 40 minutes, 30-40 minutes. Il a sorti ça peut-être 2012, 2015, un truc comme ça. Ça avait bien marché, c'était très très chouette comme truc. Et donc à l'époque où moi j'étais en développement du projet, on avait pas mal discuté, ils étaient ok même pour nous aider dessus. Il y a des gens qui nous disaient si vous voulez on peut vous filer des arcs, des trucs comme ça. Les Anglais étaient à fond sur le projet. Donc on est référencé sur leur site, hein, c'est chouette, on est les seuls Frenchies dessus. À un moment donné on a même pensé tourner des scènes en Angleterre. Donc ça c'était chouette, mais ça c'est pas fait. Et ils voulaient nous passer des plans. C'est quand même ultra classe quoi. Genre les mecs sont partis en Angleterre pour tourner des scènes quoi. Mais alors il y avait une raison à ça, c'était qu'en fait il y avait toute une équipe de costumés orques. Qui avait les costumes typiques Seigneur des Anneaux et tout ça, et qui étaient partants pour nous aider et tout. Et finalement, ça s'est pas fait, c'est mal goupillé. La communauté anglo-saxonne sur le fantastique est plus forte qu'en France. Fatalement, il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre et tout, donc c'est assez gros. Ils sont peut-être plus joueurs, c'est peut-être plus lié à leur univers. Après, je sais qu'il y a une grosse communauté en Allemagne, en Hollande et tout ça, c'est aussi des gros trucs. Hein. Ça dépend quoi, par rapport au fantastique. Si on parle du jeu de plateau, par exemple, fantastique, si tu connais HeroQuest, les petits jeux, en Espagne et Italie, ils sont à fond dessus, quoi. Il y a plein de trucs comme ça, donc je saurais pas trop dire. C'est des univers qui sont un peu moins exploités, même si beaucoup de gens adorent ces univers-là, qui sont moins exploités dans les fan-films, tout simplement parce que ça coûte cher, c'est compliqué, parce qu'il y a les costumes, il y a les décors, il y a les armures, il y a tout ça. C'est plus simple de faire un film. Il y a la magie, les effets spéciaux. Aussi, donc c'est plus simple de faire un film dans un milieu urbain. Voilà, c'est aussi la raison principale, hein, je pense. Après, tu disais comment ça se passe ce milieu-là. Il y a quand même pas mal de solidarité dessus. Ça, c'est chouette. Il y a des coups de main, il y a des équipes qui se croisent, il y a plein de trucs. Nous, on a eu par exemple des gens de Noob, des gens de la Flanders, des gens de Nerds qui ont participé au projet. Il y a eu plein de choses. On n'était pas aussi très suivis avec les gens du Visiteur du Futur et tout ça. Il y a eu pas mal d'entraide. Il y a eu aussi donc avec No Life, France 5. Donc on était super contents de travailler avec eux. C'était vraiment très chouette. Après, il y a eu plusieurs époques dans le sens où je pense qu'il y a eu une espèce d'époque entre 2007 et 2012 où YouTube n'était pas encore complètement dominant, Facebook avait pas des algorithmes qui écrasaient tout. C'était à ce moment-là où No Life est sorti d'ailleurs, et ça a propulsé les séries, web-séries, parce que plein de choses qui étaient un peu cachées là arrivaient. Et c'était pas encore complètement bombardé de plein de choses de youtubeurs en fait. Du coup, il y a une période comme ça où ça a explosé, il y avait une vraie demande, et après ça s'est un peu plus enterré en fait. Donc je pense que ceux qui ont eu la chance de sortir à ce moment-là, alors nous, comme ça a duré très longtemps, on est sorti un peu après, donc c'était compliqué, ont bénéficié de ça. C'est comme ça que Noob a explosé d'ailleurs. Et il bénéficie encore de cette époque glorieuse maintenant. Maintenant, je dirais que c'est plus dur. C'est vraiment beaucoup plus dur. Si tu n'es pas affilié déjà à une société, une boîte de com ou à une production type Studio 4.0, type Golden Moustache et tout ça, c'est beaucoup plus dur de sortir du lot, de juste pointer son nez et que les gens arrivent à te voir, quoi. Pour finir, j'ai un petit questionnaire. C'est un espèce de panthéon de top 3 en fait, sur l'univers, on va dire, geek. Donc tu me dis, genre, tes 3 films préférés. 3 films d'Heroic Fantasy ? Non, de cinéma. Tes 3 films panthéon, genre top 3 de Saint-Instant maintenant, là tout de suite, les boum. 3 alors, qui évidemment, si tu me poses la question dans 10 minutes, je dirais non, ça va être d'autres. Voilà, alors il y en a un que je sors beaucoup, c'est Fight Club, parce que Fight Club c'était quand même énorme. Moi aussi, le côté psychologique, l'esthétique, la construction, les personnages. Edward Norton, toujours génial dans ses rôles de schizo, de machin. C'est vraiment très très chouette. C'est un film intelligent. C'est vraiment bien. Alors faut que j'essaie de revoir. Normalement, faut essayer de pas trop réfléchir. Non, faut pas trop réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? J'aimais beaucoup Gang of New York, qui a été un peu décrié, tout ça, mais c'était vraiment chouette. Là, c'était du grand Daniel Day-Lewis, comme à chaque film. Hein, il a son Oscar à chaque fois qu'il fait un film, normal. Et tous les 10 ans. Ouais, c'est ça, tous les 10 ans. Il prend sa retraite tout le temps et il revient, il a un Oscar, normal.
Et non, Bill le Boucher, c'était très chouette et tout ça. C'est une époque, j'aimais bien parce qu'il y a tout ce côté Irish folk et tout que j'aime beaucoup. Il y a ce côté un peu violent, et il y a ce côté, j'ai jamais vu ça traité, à cette époque-là, traité dans aucun film. Donc non, c'était un peu surprenant, et c'est une espèce d'épopée et tout ça. C'est vraiment très très chouette. Beaucoup aimé. Alors du coup, je réfléchis en même temps que je te dis ça à quel film je vais pouvoir te dire après. Petit malin. Et écoute, il y a un film. Alors voilà, il y en a plein des films. Je pourrais t'en dire d'autres. Là, je te sors des films un petit peu durs, mais assez forts, je trouve. Django Unchained, qui est donc Tarantino, qui est aussi une espèce d'épopée, qui est vraiment vraiment bien. Là, pour le coup, on est dans du western. On est quand même aussi dans un film assez violent, avec un fond assez dur. Il arrive à faire passer, ça c'est un truc, j'essaie toujours un petit peu ça, même dans le médiéval fantastique, là, on fait passer des messages, c'est en fond, c'est en trame, les personnages peuvent paraître un petit peu, peut-être, pas stéréotypés, mais voilà, il peut y avoir des choses qu'on peut trouver un petit peu, qui sont juste de la fantasy, mais il faut toujours ajouter une trame de fond dans le personnage, rajouter un petit message un peu dur, un peu sociétal, une petite réflexion et tout. C'est vrai que lui arrive avec sur un truc comme ça, un espèce de western un peu fumé et tout ça, et là c'est un thème qui est sur l'esclavagisme et tout ça. Il fait un thème très très fort, et je trouvais ça aussi très fort, l'utilisation de l'acteur Christophe Waltz, que j'aime beaucoup, dans lequel, sur le film juste avant, il en avait fait un pourri, une ordure, un mec flippant au possible, et là il reprend le même, juste après, il en refait encore un mec flippant au possible, mais un gentil, et je trouvais ça très fort, l'utilisation des deux, quoi. Et puis bon voilà, Tarantino, ça a été toujours travail, esthétiquement c'est toujours très très bon. Pareil, un panthéon des BD, comics, enfin. Mais je lis très peu en ce moment. Alors, faut que mais ça peut être même la BD d'enfance, de genre les 3 BD qui deviennent. Des trucs, il y a Torgal j'aimais bien, parce que Torgal ça mêlait science et mythologie. Ça a été très très bien. Les premiers albums étaient très très bien. Ça s'est essoufflé sur la fin de la période Van Hamme. Et après, ils ont repris avec d'autres fans et tout ça. Et ils ont bien fait. C'est là que c'est souvent le truc. Ils ont créé un univers étendu. Mais oui, mais c'est ça qui était bien. Ils avaient fait plein de trucs bien. Et puis après, tu voyais qu'ils tuaient sa série au fur et à mesure. Et c'est un peu le problème. Il y a beaucoup de... On le voit par exemple avec Ridley Scott quand il fait des films comme Alien Covenant et Prometheus. Prometheus, tu vois. On va dire, on va reprendre le mec à l'origine. Mais en fait, c'est pas forcément l'auteur de base qui est le plus à même d'avoir une espèce de vision de son œuvre comme ça. Tu vois, par exemple, Blade Runner le 2 est très bien, je trouve, par rapport à l'œuvre et tout. Alors que là, ils ont pris Denis Villeneuve dessus. Plein de choses comme ça. Et là, sur Torvald, c'est pareil. Torgal, oula. Un lapsus. Sur Torgal, voilà, effectivement, comme tu dis, ils ont créé un univers étendu, ils ont fait rebondir un peu la franchise, si franchise il y a. Ça, c'était plutôt chouette. Ouais. Après, en autre série, qu'est-ce que je pourrais te dire? En manga, il y en avait très chouette. J'aimais bien Détective Conan parce qu'il y a ce côté ludique qui est très sympa. Tu joues avec le personnage, tu essaies de découvrir en même temps le tueur, donc le principe était vraiment, vraiment chouette pour une bonne petite série. Et en comics, je lis peu de comics. Si, attends, Watchmen, oui, je suis bête. Watchmen, voyons. Et ça, c'était énorme. On va prendre vite un culte de base. Non, mais Watchmen, c'est vraiment énorme. Et c'est vieux, hein, et c'est toujours ça marche toujours d'enfer. C'est incroyable. Et puis, il y a du sous-texte, il y a des petites choses cachées partout. Et puis, il y a ce qu'il y a entre les chapitres sur les personnages, avec des fois, tu as le dossier psychologique d'un personnage. Tu en as un qui a écrit son autobiographie. Tu vois la partie de la biographie. Donc, c'était vraiment bien. Le film est chouette. Ils ont essayé de condenser en 2h40, 2h50 tout le bouquin, c'est pas possible. Ils ont dû faire des raccourcis, mais il est bien quand même. Mais il faut lire la BD. La BD est juste le magique. problème de cette BD, c'est que moi j'ai limite commencé le comics par Watchmen. Ouais. Et du coup, après, lire du super-héros après, je trouve que c'est très très dur. Du Marvel, du machin. Tu fais, mais les gars, il y a pas assez quoi. Enfin, parce que ça se moque. C'est fini quoi. Ça détourne déjà le genre, donc là t'as un... Oui, non, c'est effectivement, les autres, tu reviens à un truc très premier degré. Ouais. Voilà. Après, Alan Moore, il est un peu barré. Alors, il avait fait plein de trucs avant. Tant que je me mélange pas avec l'autre. Mais enfin, il avait fait plein de trucs. Maintenant, lui, il crache à fond sur tout ce qui est comics. Il dit, c'était mieux avant, c'était pas comme ça. Et il crache sur toutes les adaptations des films surtout, qui ont été adaptés. Dernier panthéon, les séries.
En série, alors en ce moment, je suis très content parce que les Rick et Morty vont reprendre. Rick et Morty, c'est génial. C'est J'ai pas très encore très maté, bon. mais Oh, il c'est faut. cool. C'est la meilleure série de science-fiction, tout ça, du moment. Il y a ce côté, si tu aimes l'humour trash à la South Park. C'est Dan Harmon, hein, c'est ça? Non. Oui, ils sont deux Ouais. dessus. Je sais plus le nom je sais que c'est sorti, c'est chez Adult Swim, qui sont des bons tarés. Moi, je les connaissais surtout pour le jeu vidéo, mais c'est toujours limite expérimental taré ce qu'ils font, c'est génial. Et si tu aimes Futurama, si tu aimes South Park, tu vas adorer ça. Et surtout qu'à chaque fois, ils font des références à plein de choses que tu as pu voir dans des films de science-fiction ou des faits réels scientifiques. Le chat de Schrödinger, des choses comme ça. Il y a plein de choses dessus, donc c'est vraiment bien. C'était bien construit. C'est assez ouf. Il y a des épisodes bien barrés. Et ils avaient fait 30 épisodes. Et là, je pense qu'ils ont fait un petit peu monter la sauce, tout ça. Et ils vont ressortir 70 épisodes. Donc ça, c'était vraiment chouette. Quoi d'autre en série? Breaking Bad. Breaking Bad qui est juste énorme. La première saison est très bien. Toi, tu voir Breaking Bad, hein, Oui, je pense. te- La première saison est chouette. Et à partir de la deuxième, ils se permettent vraiment de rentrer dans l'histoire. Et l'évolution du personnage de Walter White est géniale. Et plus intéressante que son campus qui. Je sais plus comment il Oui, s'appelle. là, oui, j'ai oublié. J'ai un doute, mais je sais plus. Mais C'est moi, pas- j'avais trouvé dommage que dans je crois que c'était dans la saison 3 où à un moment justement d'ailleurs la Beach. Pour moi, c'est Beach. À un moment, il ne bosse plus avec Walter et il a plus d'intérêt dans l'histoire, mais Walter va quand même le rechercher et tu sens que là, c'est le c'est un seul peu moment lourd. dans la série où je me suis dit, il faut qu'il garde le duo et du coup, il est obligé d'essayer de le retrouver et Ouais. j'ai trouvé ça juste un peu Il y a dommage. une petite lourdeur peut-être. Ouais. Mais non, mais il y a des trucs qui sont énormes. Il Tout est le de la saison 3, quoi, mais c'est 5 épisodes. Ouais, mais tout le passage avec Gus et tout, c'est génial. C'est au début de Los, Gus. Ouais. Los Polos Hermanos, Mm. ouais, c'est vraiment génial, quoi. C'est très très bonne série. Hein. J'ai regardé le début de la saison 1, après j'ai décroché, et après j'ai repris alors que la série allait se finir, et là j'ai tout maté d'un coup. Quand tu ressors de là, putain, c'est fini, quoi. Alors j'ai remarqué plein de vidéos des mecs en talk show et tout ça. Et tu fais, putain, je sais pas si tu fais ça des fois au lieu de regarder des épisodes ponctuels, tu te fais un marathon quasiment Moi, sur une je série. fais à part Game of Thrones parce que j'ai pas envie de me faire spoiler, mais sinon j'attends que ça soit fini et je mate. Ouais. Et c'est d'ailleurs ça va arriver dans la troisième là, mon troisième vote. Et ouais, c'est non vraiment bien, ouais. Voilà, enfin Breaking Bad. Quoi. Et donc la troisième, Game of Thrones, parce que Game of Thrones, moi j'ai pas lu les bouquins et c'est très chouette, c'est intelligent et surtout, alors ça reprend plein de faits réels. Hein, les Lannister, c'est les Lancaster, le mur, c'est la guerre des deux roses et tout ça. Le mur avec De glace de glace, c'est le mur de. C'est pas Alric. en Angleterre En le mur Angleterre, romain, oui. C'est la même chose, hein, c'est Oui, une espèce oui, de leur muraille de Chine à oui. eux, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui sont repris. Et puis voilà, les personnages sont bien développés, c'est assez tortueux, c'est un peu crade comme il faut. Plus ça va dans du fantastique et des effets spéciaux et des machins et tout. Certains le regretteront peut-être, mais je trouve que c'est bien, c'est d'avoir... justement, le problème de beaucoup de films de fantasy, c'est que c'est trop premier degré et entre guillemets, c'est trop tout public. Là, tu as une série vraiment pour adultes, bien construite, ça aurait pu être comme tu vois, les Borgia, des choses comme ça, en fait, des séries beaucoup plus historiques. Là, ils ont su faire ça avec du fantastique et je trouve que c'est vraiment bien. Puis le casting est juste incroyable, quoi. Dont le papa Lannister qui moi j'étais tellement dégoûté quand il est mort, quoi. J'étais là, non mais ils peuvent pas le tuer, c'est le méchant Ah non, pas Lannister, Stark. non méchant, pardon, Lannister, oui. Oui, je sais sur, plus son nom sur ces chiottes là. ouais. Mais en plus genre ce personnage, ma copine elle lit les livres et elle le savait qu'il allait mourir. Et moi, j'étais là, non, mais il peut pas mourir, c'est le méchant. Tant que les mecs du Nord, là, enfin les Walkers, ils viennent pas, hein, il peut pas mourir. C'est lui le vrai mal, quoi, dans Westeros, quoi. Et elle le savait, quoi. Elle m'a regardé quand il est mort. J'étais là, non, c'est pas possible. En plus, j'adore cet acteur qui est dans Last Action Hero. Et comment il s'appelle génial. J'ai oublié son nom. Ouais, Oui, moi et dans aussi. la station Hero, il change son œil tout le temps. J'ai oublié son nom. Moi Mais, aussi. Je le connais, mais là, je le sais plus. je sais pas. Bref, c'est sur cette sur ce sur trou de ce trou de mémoire qu'on va s'arrêter là. Merci Rémi. Bah, merci à toi, c'était très sympa. Et j'espère à très vite pour un prochain projet. Carrément, ouais. On fera la suite, le retour. Avec plaisir. Merci. Ciao. Salut.